Bienvenue dans Big Boss, votre rendez-vous avec l'actualité économique en partenariat avec l'Écho. Une actualité qui prend de l'altitude aujourd'hui, Paul. Oui, Marie-Noël, bonjour à toutes et tous et bonjour à vous, Bernard Gustin. Vous êtes l'invité de Big Boss aujourd'hui et vous êtes le CEO de Brussels Airlines. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en place depuis 2008, ce qui fait déjà un bail, ce qui fait que vous avez pris les commandes à l'âge de 40 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Donc c'est déjà quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit si fréquent que ça, les CEO d'entre eux. Vous étiez le plus jeune à l'époque ou pas? J'étais co-CEO à l'époque, donc nous étions deux et vrai, je suis CEO tout seul depuis 2012. Ok. Avant ça, vous étiez déjà dans les murs, cela dit, avant 2008, puisque vous étiez un peu un de ceux qui avaient mis au point cette Brussels Airlines dont on va beaucoup parler. Je faisais les slides en tant que jeune consultant pour le plan de SN Brussels Airlines à l'époque. Qui fusionnait avec Virgin. Et qui a fusionné quelques années plus tard avec Virgin pour donner naissance à Brussels Airlines. Vous aimez dire en tout cas que Brussels Airlines, c'est un peu la PME des compagnies aériennes. Une PME qui a vu ses passagers augmenter ces derniers mois. Nous sommes montés à bord d'un vol vers l'Afrique. Des images signées Frédéric Dehaenaut. Il est 10h, l'équipe monte à bord du vol Brussels Airlines pour Kinshasa. Petit briefing avant l'embarquement des 275 passagers. On vole sur l'uniforme Airbus 330-200. Monsieur classe notre commandant de bord. 8 heures de vol de prévu. Le Congo, on y va tous les jours. Nous avons beaucoup de destinations en Afrique, donc c'est un marché clé pour Brussels Airlines. Brussels Airlines dessert ainsi 19 destinations vers l'Afrique. Chargement des repas, vérification du matériel, rien n'est laissé au hasard. En 2016, 7,7 millions de passagers ont voyagé avec Brussels Airlines partout dans le monde, donc en Europe, en Afrique et même aux États-Unis. C'est en 2012 que Brussels Airlines lance son premier vol journalier sur New York. Un an plus tard, c'est Washington, suivi de Toronto l'année passée. À côté de cela, un réseau important sur l'Europe, qu'on a d'ailleurs énormément développé sur les dernières années, pour en faire finalement un réseau qui est avec un bon mix entre des destinations qui sont des destinations d'affaires et les destinations touristiques. Donc sur les 3 dernières années, je pense qu'on a augmenté à peu près, on a certainement rajouté plus de 20 destinations vraiment purement touristiques. Et pour faire voler tous ces avions, la compagnie aérienne emploie 3500 personnes. Tout le monde n'est bien sûr pas en vol, un peu moins de la moitié du personnel travaille au sol. À l'aéroport pour aider les clients à l'embarquement ou encore s'occuper du loft, l'espace dédié aux passagers business. Mais aussi à la Bee House, le siège de l'entreprise installé dans la zone aéroportuaire. Ici, on planifie les vols, on développe la compagnie, mais aussi on est en contact permanent avec tous les avions de Brussels Airlines. Une dizaine de personnes se relaient quasi 20 heures sur 24. Brussels Airlines a connu des années difficiles, mais renoue aujourd'hui avec le bénéfice. De quoi donner des ailes à la PME des compagnies aériennes face aux compagnies low cost, mais aussi face à Lufthansa, le nouveau propriétaire de la marque. Lufthansa, c'est une société qui représente au total 115 000 personnes. 115 000 personnes, ça veut dire évidemment aussi toute cette force de frappe, toute une capacité d'investissement. Il faut savoir que le groupe Lufthansa est une des compagnies les plus importantes en Europe et aussi les plus profitables en Europe. Et que donc évidemment, par notre développement, va passer aussi par des investissements futurs. Et qui mieux que Lufthansa pourrait nous aider à réaliser ces investissements. Comme l'achat de nouveaux avions et peut-être encore de nouvelles destinations. En mars prochain s'ouvre la ligne vers Mumbai, un potentiel de 50 000 nouveaux passagers. Voilà, Brussels Airlines en images. Bernard Gustin, Brussels Airlines, c'est maintenant allemand à 100%. Lufthansa a arraché ce qu'il ne détenait pas encore au capital de cette entreprise qui n'est donc plus belge. Est-ce que c'était inévitable qu'un jour, il n'y ait plus de cette belgitude? Alors je permets d'abord de vous corriger, Brussels Airlines est plus belge que jamais puisque c'est une société anonyme de droit belge. Et je tiens à remarquer que ça fait 8 ans qu'on collabore avec la Lufthansa et que c'est avec Lufthansa qu'on a commencé vraiment à développer une stratégie de belgitude. Donc je crois qu'il y a une différence entre l'actionnariat et ce qui se passe au jour le jour. Par contre, en termes de taille critique, il est clair qu'on a affaire à des acteurs très importants comme concurrents. Il y a des investissements importants à faire. On doit renouveler notamment notre flotte long courrier. Et lorsque vous faites partie d'un grand
grands groupes comme le groupe Lufthansa, il y a une force de frappe qui est importante. Donc tout le principe, ça va être de garder l'identité Brussels Airlines, de rester cette PME du monde aérien, mais avec un tigre dans son moteur, le tigre Lufthansa, qui va nous apporter la puissance du plus grand groupe européen d'aviation. C'est ça. Et donc Brussels Airlines, certes, société de droit belge, mais désormais détenue à 100% par un groupe allemand, va rejoindre Eurowings. Eurowings est une filiale de Lufthansa spécialisée low cost. Ça aussi, c'était inévitable parce que vous ne faites pas du low cost à proprement parler. Alors, vous me permettrez de vous corriger à nouveau. Eurowings n'est pas une société low cost. Je pense que Eurowings est très très proche de Brussels Airlines en termes de produits. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir véritablement servir tout type de client. Que ce soit un client qui passe sur le long courrier avec un produit business class comme nous l'avons chez Brussels Airlines, avec vraiment tout le confort nécessaire, mais aussi avoir un prix d'appel à 29 € aller simple, qui n'est pas le prix d'un low cost, parce que nous avons une différence en termes de prix légère, mais en termes de service surtout. Et de vraiment nous positionner en réconciliant des prix attractifs et une notion de service. Et quand vous voyez Eurowings aujourd'hui, c'est un positionnement qui est à peu près similaire. Eurowings, par exemple, a 3 produits à bord, alors qu'un low cost n'a qu'un seul produit à bord, n'a aucune distinction de service pour ses passagers. Ce qui n'est pas le cas pour Eurowings. Ça change quand même, ce genre de business évolue aussi. On voit que même des Ryanair, pour ne pas le citer, vont aussi vers des approches différenciées. Donc c'est pas en train de bouger, les frontières sont moins floues. Alors vous avez tout à fait raison. On voit que les low cost, la limite du modèle low cost, et on voit que les low cost aujourd'hui se rendent compte que les passagers en ont assez d'être un peu traités comme du bétail à bord et ont envie d'une notion de service. C'est ce que nous avons toujours essayé de développer au sein de Brussels Airlines depuis des années, ce qui n'est pas facile à faire. Je pense qu'il y a une chose d'en parler. Nous, on essaie de le faire et c'est pas évident tous les jours. Une grande question malgré tout, c'est la marque. Est-ce qu'elle n'est pas amenée un jour à disparaître, la marque Brussels Airlines? Vous vous battez depuis des années pour cette belgitude que vous venez d'évoquer. À terme, est-ce que vous ne craignez pas que Lufthansa veuille marquer son empreinte? Moi, je pense qu'une marque, elle se définit en fonction du marché sur lequel vous opérez. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir développé une belle marque en Belgique et en Afrique, mais on doit aussi reconnaître que cette marque n'est pas connue dans le reste du monde. Vous savez, quand on a inauguré notre premier vol sur New York en 2012, sur les bords d'autoroute, vous avez Terminal 1, Terminal 2, le nom des différentes sociétés. Et pour Brussels Airlines, ils avaient mis Sabena. Donc, le nom Brussels Airlines n'est pas connu à New York. À Mumbai, ce serait un vrai défi. Je rêverais de pouvoir voler le Bruxelles-Mumbai sous les couleurs Brussels Airlines et de pouvoir repeindre l'avion à Mumbai et le faire revenir sous les couleurs de Lufthansa, qui est beaucoup plus connu en Inde. Donc, le jour où on trouve un compromis qui nous permet de garder cette identité belge forte, mais d'avoir une reconnaissance internationale, on pourrait évoluer. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore la solution. Et la meilleure solution qui existe, c'est la marque que nous avons, Brussels Airlines. Un changement de nom n'est quand même pas exclu. Il n'est pas exclu, comme dans toute société, mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution sur la table qui permette de résoudre ce problème. Et donc, la marque Brussels Airlines est une marque forte et il n'y a pas de raison de changer pour le moment. Alors, le nouvel actionnaire unique à 100% désormais, qui a racheté pour 55%, a payé 2,6 millions d'euros pour prendre le contrôle d'une entreprise dans laquelle il avait déjà investi. Est-ce que c'est pas un peu cheap? Est-ce que c'est pas un peu court comme montant? Il y a tout un contexte historique, ok, mais franchement, prendre le contrôle d'une entreprise pour 2,6 millions d'euros, ça n'arrive pas tous les jours. Écoutez, d'abord, moi, je suis le management de l'entreprise, donc c'est, je dirais, entre les actionnaires de définir quel est le prix adéquat pour l'entreprise. Mais je crois que ce qui compte surtout, c'est ce que Lufthansa va investir ou a déjà investi dans Brussels Airlines. Il ne faut pas oublier non plus que, vous l'avez rappelé dans le document, nous avons eu des moments difficiles. Et nous avions à ce moment-là un plan ambitieux que nous avons mis en œuvre, et ce plan ambitieux nécessitait un financement. La seule société qui était prête à nous soutenir à ce moment-là, c'était Lufthansa. Et cette société nous a ouvert une ligne de crédit de 100 millions d'euros, dont nous avons utilisé 65 millions d'euros. Et donc, quand je prends l'ensemble, je pense que la valeur de Brussels Airlines, ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire, c'est l'investissement qu'on va mettre derrière. Et là, Lufthansa a été les 8 dernières années un très bon actionnaire, et je suis sûr que ce sera le cas à l'avenir. Et a très bien joué son coup au moment d'ouvrir cette ligne de crédit en trouvant une clause qui permet de racheter pour pas cher. Néanmoins, encore une fois, vous pouvez me dire, je ne suis pas l'actionnaire, mais là, il y a eu un jeu. Je ne suis pas sûr que c'est bien joué. Je ne suis pas sûr que c'est bien joué son coup. Je pense que quand on est venu avec un plan qui disait on ne va pas faire de plan social, on va réduire nos coûts de 15%, on va grandir, on va investir New York et autres, c'était quand même un plan très risqué. On n'avait qu'un bout de papier pour le faire. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir réalisé une grande partie de ce plan, d'être de nouveau profitable, mais à ce moment-là, je vous le dis,
toutes les institutions financières n'étaient pas prêtes à nous suivre. Oui, Lufthansa l'a fait. Il n'y a plus de crédit d'ailleurs à l'époque. Hein, et donc Lufthansa a simplement dit, je ne vais pas payer le prix de l'entreprise alors qu'il y aurait encore un crédit dans l'entreprise et que c'est grâce à ce crédit qu'elle se serait rétablie. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur l'évolution justement du résultat de Brussels Airlines ces dernières années. C'est assez instructif également. On a un graphique ici qui démarre en 2005, donc on sur a pris 10 ans. les 10 dernières années, voilà. On voit que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille et que vous revenez de loin, Bernard Gustin. On voit aussi que cette ligne de crédit dont vous avez parlé et qui a fait que maintenant Lufthansa est propriétaire in fine, vous a sans doute permis de remonter cette pente. Sans ça, vous étiez à sec, pour le dire. Elle nous a permis de remonter cette pente, mais sans jamais faire de plan social. Nous n'avons pas perdu de personnel en cours de route, parce que nous avons décidé de faire plus de chiffre d'affaires, plus de revenus, avec la même structure de coûts, et donc en augmentant fondamentalement notre productivité. Nous avions en 2012 à peu près 15% de notre masse de pilotes qui était trop élevée. Nous avons mis tout le monde en temps partiel. Le personnel a joué avec. Et c'est pour ça aussi que dans le résultat de 2015, j'étais très fier de pouvoir présenter un résultat positif, mais surtout de redistribuer une partie de ce résultat au personnel qui avait cru dans le plan en 2012. Parce que vous savez, une société aérienne, c'est une société de service, et c'est le personnel qui fait cette société. Et là, les gens ont cru dans le projet, ont voulu en faire partie. Et donc, pour moi, c'est vraiment une fierté de pouvoir avoir dit, vous nous avez cru en 2012, vous allez pouvoir retrouver une partie du résultat en 2016. Et depuis lors, une année s'est écoulée. Est-ce qu'on est dans le même ordre de rentabilité pour 2016 ? Les résultats ne sont pas publiés, donc c'est Lufthansa qui se fera ce plaisir. Mais est-ce que ce retour au vert de 2015 s'est confirmé en 2016 ? Alors nous annoncerons les résultats au mois de mars 2016. Ce sera bien nous qui les annoncerons. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous annoncer les résultats de 2016. Par contre, je peux vous dire qu'en termes de passagers, malgré les événements de 2016, parce qu'il faut revenir là-dessus, nous avons connu une croissance de 3%. Ce dont nous sommes assez satisfaits, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2016, nous avons les événements du 22 mars, et que les événements du 22 mars, qui sont surtout d'abord un événement au niveau du personnel, au niveau de la société très lourd, mais aussi un impact financier très important, puisque nous parlons d'un effet de plus ou moins 100 millions d'euros. Et donc, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si nous excluons les résultats, si nous excluons les effets du 22 mars, nous allons plus ou moins faire ce que nous avions prévu en termes de budget. Je vous propose, pour poursuivre, puisqu'on parle beaucoup du personnel et on parle aussi finalement de votre avenir à vous, de faire une petite parenthèse dans votre bureau. C'est un peu la nouvelle séquence dans cette émission. Vous avez accepté, en tant que grand patron, de nous laisser libres dans votre bureau. On n'a touché à rien, mais par contre, on a observé une nouvelle séquence des images, toujours signée Frédéric Dohénaud. Et bien voilà, on est dans le bureau du boss de Brussels Airlines. Je vous propose de faire un petit tour pour découvrir peut-être un peu de sa personnalité. Alors je ne sais pas si Monsieur Gustin adorait faire des maquettes quand il était petit, mais en tout cas, il y en a une série ici dans son bureau. Et il y a même un personnage bien connu des Bruxellois, c'est notre cher Tintin. Un peu tintinophile, Monsieur Gustin ? Alors, un peu plus loin, je vois une étagère avec pas mal de souvenirs. Apparemment, vous avez été entrepreneur de l'année en 2014. Il y a des médailles. Par contre, je ne me souviens pas que vous ayez joué au foot. Et puis, il y a aussi des photos de son personnel. Alors ça, j'avais encore jamais vu un patron qui décore son bureau avec les photos de son personnel. Ça mérite une explication. Alors, pas mal d'objets, il y en avait beaucoup plus. D'abord, un petit mot, Tintin, c'est vraiment une passion ? Comme tout Belge, j'ai appris à lire dans Tintin. Donc, mon premier livre, c'est Tintin au Tibet. J'ai découvert l'Afrique grâce à Tintin. J'étais hier en Inde et je discutais avec notre ambassadeur qui me disait quand est-ce que vous faites un avion Tintin long courrier ? Parce qu'ici, en Inde, Tintin est vraiment connu. Et c'est vrai qu'on a découvert l'Inde dans les albums Tintin. Donc oui, c'est le reporter, c'est le héros de notre jeunesse. Le ballon de foot, un petit mot ? Alors, le ballon de foot, oui, j'ai joué au football, ça c'est clair. Mais je suis aussi un supporter acharné du
Sporting d'Anderlecht. Et il y avait des signatures. Et donc les signatures, c'est l'équipe qui a gagné la Coupe d'Europe. Et c'est un des employés de Brussels Airlines qui un jour avait entendu que j'étais supporter d'Anderlecht et qui m'a dit j'ai un truc chez moi qui devrait sûrement vous intéresser et qui me l'a offert. Et j'en étais très touché. Mais donc c'est l'équipe qui a gagné la Coupe d'Europe en 76 ou 78, je pense. C'est collecteur, c'est sûr. Et puis vous parlez de votre personnel. Vous semblez très proche en tout cas de votre personnel. Cette photo dans votre bureau, elle n'est pas anodine en fait. Expliquez-nous l'histoire de cette photo. Ces deux photos sont très, très personnelles. Et le 22 mars, vous savez, la photo du haut que vous avez montrée, c'est le personnel qui était présent le 22 mars à l'aéroport. Et quelques jours plus tard, nous retournons sur les lieux des attentats pour récupérer leurs affaires. Ils avaient dû partir très vite. Vous savez, le premier jour, on comptait pour voir qui était là, qui était blessé. Et c'est un moment très, 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 très difficile. Et je peux vous dire, dans la voiture, c'était quand même très compliqué comme atmosphère. C'était très lourd. Et ces gens devraient nous dire je ne veux plus travailler à l'aéroport, je ne veux plus voir Brussels Airlines, je ne veux plus vivre ce genre de choses. Et j'avais dû m'éclipser. Et le soir, je retrouve sur mon Facebook cette photo avec We still love our airport job. Et ça, c'est extraordinaire ce qui s'est passé le 22 mars. J'ai une chance exceptionnelle d'avoir un personnel qui a été et qui est unique. Et dans une société de service, c'est le personnel qui fait la différence. Et on travaille beaucoup sur la culture d'entreprise, les valeurs et autres. Le 22 mars, on a vu toutes ces valeurs devenir réalité. Et c'est très fort comme moment. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit lorsque vous apprenez la nouvelle, je suppose rapidement, puisque vous êtes directement branché à l'activité en question? La première photo qu'on voit, on est éloigné, puisqu'on est sur le site de Biohouse, qui n'est pas tout à fait sur l'aéroport, et l'aéroport est isolé. Et la première photo qu'on voit, c'est le Airport Ticketing Office, ce fameux bureau qu'on voyait en général souvent de Brussels Airlines bleu et rouge, qui est complètement démoli. Et là, on sait qu'il y a 5-6 postes de personnes qui sont là, et donc on se dit on doit avoir beaucoup de victimes. Nous avons eu malheureusement 4 blessés graves, que nous avons accompagnés le mieux que nous pouvions. Heureusement, nous n'avons pas eu de décès, mais la première idée, c'est se dire est-ce que je vais être des victimes, est-ce que je vais retrouver tout le monde? Et je me rappelle attendre à l'entrée de Biohouse en voyant, puisque les gens partaient par les vitres qui avaient explosé et revenaient vers Biohouse, et de les accueillir et de se dire est-ce que tout le monde est là, et de se compter et de savoir s'il y avait du personnel aussi qui partait en voyage, en vacances, qui était pris. Deuxième pensée pour nos passagers qui nous faisaient confiance ce jour-là, qui étaient au check-in et qui sont dans les attentats. Au niveau de la gestion de l'événement, est-ce que tout a roulé comme vous vous attendiez? Est-ce que c'était le chaos ou il y a eu vraiment une coordination sur place? Je pense que la gestion de l'événement a été la meilleure qu'elle pouvait être vu les circonstances. On est vraiment dans des circonstances exceptionnelles. Vous n'étiez pas préparé à ça en tant que compagnie aérienne? On est préparé, on fait des exercices, on y travaille, mais une fois que vous êtes sur le terrain, il y a un ensemble de réflexes qui viennent, il y a des circonstances qui sont différentes de l'exercice, vous êtes dans une situation de stress complètement différente. Par exemple, pour nous, et je pense que ça fait partie de notre thérapie, ça a été un mélange constant entre émotion et action. On est la veille du week-end de Pâques, on est pris, on est touché, mais nous n'avons une base qu'à Bruxelles. Notre outil de travail a disparu. Et à ce moment-là, le soir, on se retrouve à 3-4 de se dire mais il faut qu'on démarre une activité ailleurs. Mais nous n'avions rien. Ça a été des projets incroyables de démarrer des bases à Anvers, Liège, Francfort et Zurich. Genre de projet que vous faites en 3 mois et on en fait 4 en 1 jour et demi. Mais je pense que ça nous a aidé à passer le cap aussi parce que du coup, on était dans l'action et c'était un mélange constant d'action et d'émotion qui est quand même très très fort. Retour 1 an plus tard, le personnel, il s'est remis tout doucement de ses émotions et puis il pense à l'avenir aussi. On a croisé pas mal de monde qui est assez inquiet finalement de voir Lufthansa arriver. C'est un fait, l'avenir, il semble un peu incertain. Est-ce qu'en termes de garantie d'emploi, est-ce que d'ici 2 ans, vous garantissez qu'aujourd'hui tout le personnel de Brussels Airlines qui vous fait confiance va avoir son emploi maintenu? Écoutez, la logique d'aller avec Lufthansa, l'intégration dans Lufthansa n'est pas un objectif. L'intégration dans Lufthansa, c'est un outil pour atteindre nos objectifs. Nous voulons être plus forts sur le marché européen avec des concurrents très forts. Nous voulons jouer un vrai rôle sur l'Afrique, passer à l'interne, on dit de spécialiste à leader. Et avec Lufthansa, nous avons beaucoup plus de chances de réaliser ces objectifs que tout seul. Sur l'Afrique, d'accord, mais les vols vers l'Europe, là, il y a un vrai problème. Le personnel m'a confié qu'il s'inquiétait, notamment pour les vols aller et qu'ils ne puissent pas faire les vols retour du fait d'être intégrés dans un groupe où d'autres avions peuvent faire ces vols retour. Écoutez, il faut être le plus efficace possible. Lorsqu'on doit concurrencer un opérateur sur un Bruxelles-Berlin qui a une base à Berlin et une base à Bruxelles, il est tout à fait inefficace d'avoir
un hôtel, les gens qui restent à l'hôtel à Berlin, et de payer, d'avoir cette productivité, cette perte de productivité à ce niveau-là. Mais ça veut dire qu'on pourra faire d'autres choses et avoir d'autres routes qu'on peut lancer. L'objectif du projet Lufthansa, c'est un objectif de croissance. Nous avons cru de 30% entre 2015 et 2013. En 2015, nous étions la deuxième société qui croissait le plus vite en Europe. Mais le personnel va quand même devoir faire des sacrifices. C'était une de leurs craintes. La grande chance, si vous me permettez. C'est pas nécessairement la croissance de Brussels Airlines. Ah non, la croissance, ce sera la croissance de Brussels Airlines. Parce que c'est ça que nous avons vu les dernières années. Et l'apport de Lufthansa, c'est justement pour nous permettre de croître plus vite. L'exemple de Mumbai en est un. Sans Lufthansa, nous ne volons jamais sur Mumbai, nous ne volons jamais sur les États-Unis, parce que nous avons besoin de la force de vente de Lufthansa dans ces pays pour pouvoir nous vendre. N'oubliez pas que 60% de nos passagers ne sont pas belges, pour pouvoir nous vendre en Inde et aux États-Unis. Donc Lufthansa, pour nous, c'est un véritable moteur de croissance. Et pour revenir au point Wings, c'est l'outil de croissance du groupe Lufthansa. Donc pour nous, vous ne risquez pas d'être dilué dans cette grosse machine qui a Bruxelles comme point de développement et de croissance future, mais qu'il y en a d'autres aussi, et qui va jouer les réductions, l'efficacité, les synergies de coûts, etc. Alors, il y a un choix à faire. Soit Lufthansa est organisée en deux parties, la partie des hubs et la partie Wings. Dans la partie de hub, nous représenterions à peu près 5% de cette partie. Donc, je pense que nous avons relativement peu de chances d'influencer la partie hub. Pour vous donner une idée, le groupe suisse fait 400 millions de profits. Nous sommes très fiers de faire 50 millions de profits. Quelle est la force de frappe, quelle est l'influence que nous pourrions avoir sur cette partie-là? Dans la partie Wings, qui est en plein développement, en pleine définition, parce que le CEO de Lufthansa l'a dit lui-même, il est en train de faire évoluer Wings. Nous représentons 35% de cette partie-là. Et donc, le pari, c'est de se dire que l'on va pouvoir influencer cette partie du groupe Lufthansa, participer à sa définition et y jouer un rôle majeur. Et vous, Bernard Gustin, dans 2 ans, vous serez où? Parce que là, il y a un deal, on ne touche pas au management belge pendant 2 ans, 2017-2018, mais ensuite, tout est ouvert. Écoutez, le management d'une entreprise, il faut toujours regarder ça avec beaucoup de distance. Si l'entreprise performe, il n'y a pas de problème. Si l'entreprise ne performe pas, il ne faudra pas 2 ans pour que j'ai des problèmes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y en a jamais eu dans le passé, il n'y en aura pas dans le futur. Il faut simplement performer, faire évoluer et ensemble avec Brussels Airlines, réaliser nos objectifs qui sont ambitieux. Et je pense que vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est que nous avons la chance d'avoir dans notre actionnariat le groupe d'aviation européen le plus fort. Il y a un choix qui a été fait il y a 8 ans. C'est de se dire, est-ce qu'on reste seul ou pas? Il y a 8 ans, nous sommes arrivés à la conclusion que ce n'était pas raisonnable. Sur les 8 dernières années, nous avons travaillé en fiançailles. Nous étions les amis de Lufthansa. Je crois qu'on ne peut pas se plaindre quand on voit le développement qui s'est fait. Et d'ailleurs, toute l'approche belge s'est faite à ce moment-là. Je pense que maintenant, nous faisons partie de la famille. Et ça va nous permettre d'aller plus loin, notamment sur des investissements importants, comme le renouvellement de notre flotte. Vous savez... Alors, renouvellement de votre flotte, est-ce que ça va être une flotte bruyante? Parce que c'est un vrai débat aujourd'hui, le survol de Bruxelles, on le sait. Dans quelques jours, le 22 février, les compagnies aériennes ne pourront plus dépasser 9 décibels en journée. C'est surtout vous, les vols en journée, évidemment. Alors, par rapport à ça, quelle est votre position? Alors, le vrai débat, donc d'abord, notre flotte est assez moderne, donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais le vrai débat, c'est quel est le rôle que l'on veut donner au fait de connecter Bruxelles au reste du monde et à l'industrie aérienne en Belgique. Il faut savoir que l'industrie aérienne en Belgique a un vrai rôle sur l'ensemble de l'économie du pays et de la ville de Bruxelles. Si nous pouvons être la capitale de l'Europe, si nous pouvons avoir des groupes internationaux qui investissent, si nous pouvons avoir des séminaires, des congrès qui se passent à Bruxelles, c'est parce que Bruxelles est connectée au reste du monde. On a vu, après la faillite de la Sabena, comme tout à coup, certains pans de la géographie ont disparu et n'ont plus été connectés à Bruxelles. On l'a vu après le 22 mars, le premier vol long courrier était très symbolique, parce que ça veut dire que pendant 15 jours, nous n'étions plus connectés aux États-Unis, par exemple, qui est un acteur économique très important pour nous. Deuxièmement, nous sommes une terre de logistique. Je crois qu'on a compris en Belgique que l'industrie pouvait certainement se développer, mais ce n'est pas là qu'on va créer un maximum d'emplois. Tandis que dans l'aérien, dans l'industrie du service, l'emploi peut se créer assez rapidement. Nous lançons à partir du mois de mars un vol sur Mumbai.
ça fait tout de suite un impact de 200-250 personnes qui sont reprises chez Brussels Airlines. Mais est-ce que la santé des Bruxellois est tellement incompatible avec l'économie et le développement de l'aéroport? Alors c'est là qu'il faut un dialogue. Donc quel est l'intérêt qu'on va avoir sur l'industrie aérienne? 2, comment est-ce qu'on parvient à aligner à la fois cet intérêt économique et la notion de santé des Bruxellois, comme vous le dites. Vous avez une réponse? Je n'ai pas de réponse, mais on y travaille tous les jours. Je pense que malheureusement, nous ne sommes pas assez riches pour pouvoir construire un nouvel aéroport. Nous avons un aéroport avec une certaine infrastructure. Nous travaillons tous les jours avec Belgo Control pour pouvoir optimiser les routes. Je pense qu'il faut un cadre légal relativement stable qui puisse s'assurer que... Là, on n'y est pas pour le coup. Hein. Il y a des recours de disputes en dispute. Je pense qu'à un moment, il y a un dialogue qui doit pouvoir s'établir. Vous savez, nous ne décidons pas où nous volons. On nous dit où on doit voler. C'est la Régie des voies aériennes Belgo Control qui nous dit là où on doit voler. Mais j'ai l'impression qu'un dialogue est quand même important parce qu'il y a un vrai développement économique qui peut se réaliser à partir de l'aérien. Et d'un autre côté, habitant moi-même à Bruxelles et à Woluwe-Saint-Pierre, donc je sais très bien ce que c'est d'avoir des avions relativement proches, il doit y avoir un moyen de pouvoir réduire les nuisances sonores. Mais sérieusement, il n'y a pas de dialogue. On était encore en train de voir les régions se disputer, bloquer l'une qui décide de bloquer l'autre. On ne voit pas vraiment une évolution vers quelque chose de constructif où tout le monde s'aligne. Ouais, j'espère. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste à la base, donc j'espère que tout le monde va pouvoir se mettre autour de la table, travailler sur le quotidien comme nous le faisons, comme je vous le disais, avec des sociétés comme Belgo Control, mais travailler aussi certaines pistes d'investissement. On parle d'allongement de pistes et autres qui permettraient de résoudre une partie des problèmes. Je crois qu'il faut un plan sur plusieurs années. Vous l'avez dit, les flottes se renouvellent également. Donc il faut un plan sur plusieurs années qui permette de rassurer les gens que le développement économique n'est pas contraire à la santé des Bruxellois. Toute dernière question, il faut répondre par oui ou par non. Si vous avez une amende après le 22 février, est-ce que vous la payez? Si je suis légalement obligé de la payer, je le ferai. Merci Monsieur Gustin, merci beaucoup Paul. Merci Manuel. On retrouve évidemment une interview plus longue encore dans le journal de l'Écho de ce week-end. En tout cas, on se retrouve dans un mois avec un nouveau Big Boss.